Je travaille comme femme de ménage dans cet hôtel depuis des années. J'ai vu de tout, des chambres laissées en désordre par des clients ivres, des couples qui oublient qu'ils ne sont pas seuls dans le bâtiment, et même des choses que je préférerais effacer de ma mémoire. Mais ce que j'ai découvert ces dernières semaines dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Tout a commencé avec une simple observation. Chaque fois que je nettoyais le couloir du troisième étage, je remarquais quelque chose d'étrange. Une série d'empreintes mouillées sur la moquette, menant toujours à la même porte, celle de la chambre 308. C'était curieux, parce que cette chambre, selon le registre de l'hôtel, était inoccupée depuis des mois. Pourtant, jour après jour, ces empreintes réapparaissaient. Au début, j'ai cru à une fuite d'eau, peut-être un problème avec la climatisation ou une canalisation défectueuse. Mais en touchant la moquette, elle n'était pas juste humide, elle était froide, glaciale. Comme si quelqu'un venait de sortir de la douche et avait marché pieds nus jusqu'à la porte. J'ai interrogé le gérant à ce sujet. Il a vérifié son ordinateur, secoué la tête et m'a assuré qu'aucun client ne logeait dans cette chambre. Il a même plaisanté en disant que si quelqu'un y dormait, ce devait être un fantôme. Nous avons ri, mais au fond de moi, un malaise grandissait. Car le lendemain, les empreintes étaient revenues. Les jours passaient, et pourtant, les traces humides continuaient d'apparaître sur la moquette. Toujours les mêmes, toujours dirigées vers la chambre 308. J'ai commencé à prêter plus d'attention, cherchant une explication logique. Peut-être un membre du personnel qui utilisait la chambre en cachette, un client qui y entrait sans qu'on le sache, mais à chaque fois que je passais, la porte était fermée à clé, et personne ne semblait y entrer ni en sortir. Puis, d'autres détails ont commencé à me troubler. Chaque fois que je m'approchais de cette chambre, l'air semblait plus froid, presque lourd, comme si l'endroit était imprégné d'une humidité invisible. Une odeur étrange flottait dans l'air, un mélange de linge mouillé et d'eau croupie. J'ai commencé à parler aux autres employés, espérant trouver une explication. Certains haussaient les épaules, d'autres évitaient la question. Finalement, une des femmes de ménage plus âgées m'a simplement dit « Ne t'occupe pas de cette chambre. Fais ton travail et continue ton chemin. » Son ton était sans appel, presque inquiet. Mais plus j'essayais d'ignorer la 308, plus elle semblait attirer mon attention. Une nuit, alors que je terminais mon service, j'ai cru entendre un bruit venant du troisième étage. Comme un clapotis léger, un son d'eau qui goutte. Il n'y avait personne d'autre à cet étage à cette heure-là. Un frisson m'a parcouru l'échine. Et puis, un matin, alors que j'arrivais avec mon chariot, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. La porte de la chambre 308 était entrebâillée. Je me suis arrêté net devant la porte entr'ouverte. Un courant d'air glacial s'en échappait, me donnant instantanément la chair de poule. Mon cœur battait à tout rompre, mais une part de moi refusait de tourner les talons. J'étais femme de ménage, pas enquêtrice. Mais il y avait quelque chose d'anormal ici, quelque chose qui défiait toute logique. J'ai jeté un coup d'œil dans le couloir désert avant de poser une main tremblante sur la porte. Elle s'est ouverte sans résistance, révélant l'intérieur sombre de la chambre 308. Tout semblait en ordre, au premier regard. Mais en avançant de quelques pas, mon estomac s'est noué. Le lit, qui aurait dû être impeccable, était en désordre. Les draps étaient froissés, l'oreiller portait encore l'empreinte de quelqu'un qui s'y était allongé récemment. La couverture était rejetée sur le côté, comme si une personne s'était levée précipitamment. J'ai dégluti avec difficulté. Quelqu'un avait dormi ici. Mon regard a dérivé vers la moquette. Il y avait des empreintes mouillées, exactement comme celles que je voyais chaque jour dans le couloir. Mais cette fois, elles ne menaient pas à la porte. Elles en venaient. Un frisson glacé a parcouru ma colonne vertébrale lorsque j'ai entendu un bruit à ma droite. Un goutte-à-goutte régulier. Lentement, le cœur au bord des lèvres, j'ai tourné la tête vers la salle de bain. La porte était entr'ouverte. L'obscurité à l'intérieur semblait plus profonde, plus épaisse que de raison. Et puis, sans prévenir, la porte d'entrée s'est refermée violemment derrière moi dans un claquement assourdissant. Le bruit sec de la porte qui claque résonna dans la chambre, me faisant sursauter violemment. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. D'un bond, je me retournai et agrippai la poignée, paniqué. Elle ne bougea pas, verrouillée. Mon cœur battait à un rythme effréné. L'air autour de moi s'était alourdi, glacé, comme si la pièce elle-même retenait son souffle. Derrière moi, le goutte-à-goutte continuait, régulier, presque hypnotique. Je n'osais pas me retourner, mais une sensation terrible m'envahissait. Je n'étais pas seul. Un bruit léger se fit entendre sur la moquette. Un pas, puis un autre.
Des empreintes humides, impossibles, se formaient lentement, avançant vers moi. Mon corps entier se figea. Je voulais fuir, hurler, mais je ne pouvais que fixer ces traces qui se dessinaient, une, à quelques centimètres de mes pieds. Et puis, un murmure. Faible, rauque, gorgé d'eau. « Pourquoi tu es venu ?» Mon sang se glaça. La voix semblait venir de partout à la fois, comme si les murs eux-mêmes chuchotaient. Un frisson glacé courut sur ma nuque lorsque je sentis quelque chose. Une goutte, froide, glissante. Elle tomba lentement sur ma peau depuis le plafond. Puis une autre. Lentement, la gorge nouée par la terreur, je levai les yeux. Et je le vis. Mon regard se leva lentement vers le plafond, et ce que je vis me coupa le souffle. Une silhouette était suspendue là-haut, comme si elle flottait, accrochée à l'envers. Sa peau était pâle, presque translucide, dégoulinante d'eau sombre qui tombait goutte à goutte sur la moquette et sur mes épaules. Ses yeux étaient ouverts, fixes, d'un noir profond et insondable. Sa bouche, elle aussi béante, semblait vouloir hurler, mais aucun son n'en sortait. Je reculai brusquement, mon dos heurtant violemment la porte. Mes jambes tremblaient sous moi, et je sentais l'air s'échapper de mes poumons en petits souffles paniqués. La chose bougea alors, sa tête s'inclinant lentement sur le côté comme si elle m'observait, m'analysait. « Tu ne devrais pas être ici. » La voix résonna dans toute la pièce, mais les lèvres de l'apparition ne bougèrent pas. C'était un murmure liquide, étouffé, comme si elle parlait sous l'eau. D'un coup, la lumière de la chambre vacilla, et la température chuta encore. Les empreintes humides sur le sol se multiplièrent, avançant vers moi, encerclant mes pieds. J'étais piégé. Dans un élan de panique pure, j'agrippai la poignée de toutes mes forces et la tordis violemment. Cette fois, elle céda. La porte s'ouvrit d'un coup, me projetant en arrière dans le couloir. Je tombai à genoux, haletante, mes mains tremblantes cherchant désespérément un appui. En relevant la tête, je vis le couloir désert. Plus de traces sur la moquette. Plus de froid surnaturel. Rien. Je me relevai en titubant et m'éloignai le plus vite possible, sans jamais me retourner. Le lendemain, je refusai de retourner au 3e étage. Je suppliai le gérant de ne plus jamais me faire travailler là-haut. Il ne posa pas de questions. Mais plus tard, alors que je passais près de la réception, je surpris une conversation. Un client venait d'appeler pour se plaindre. Il logeait dans la chambre 308. Et cette nuit-là, il avait été réveillé par le bruit de l'eau qui gouttait. Je travaille comme agent d'entretien de nuit dans un immeuble de bureaux. Chaque soir, quand la ville s'endort, je prends mon matériel et je monte dans les étages silencieux, seul avec le bourdonnement discret des néons et le léger écho de mes pas sur le carrelage. L'air y est toujours un peu plus froid que dans le hall, comme si les murs retenaient encore l'ombre des employés partis quelques heures plus tôt. J'ai toujours trouvé étrange de nettoyer ces espaces vides, figés dans un silence oppressant. Les bureaux abandonnés conservent l'empreinte d'une activité récente, des tasses de café à moitié pleines, des chaises légèrement déplacées, des documents éparpillés sur un bureau comme si leur propriétaire allait revenir d'un instant à l'autre. Mais personne ne revient. Il n'y a que moi, la serpillière et le bruit rythmique de mon chiffon contre les vitres. L'étage supérieur est celui que j'aime le moins. C'est le plus grand, le plus moderne, et pourtant, il me met mal à l'aise. Peut-être parce qu'il est bordé de vastes baies vitrées qui donnent sur la ville endormie, me donnant l'impression d'être observé en permanence. Peut-être à cause du couloir étroit qui mène à la salle de réunion, où la lumière clignote parfois sans raison. Je préfère ne pas y penser. Je fais mon travail rapidement et je redescends. Mais cette nuit-là, alors que je frottais l'une des grandes fenêtres du dernier étage, un frisson désagréable me parcourut l'échine. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, se trouvait juste derrière moi. Je me suis figé, le chiffon encore pressé contre la vitre froide. L'impression d'une présence derrière moi était si forte que mon cœur s'est mis à battre plus vite, résonnant presque dans le silence pesant du bureau. Sans bouger, j'ai lentement levé les yeux vers la fenêtre devant moi. Le reflet du couloir y était net, comme un miroir parfait de la pièce derrière moi. C'est là que je l'ai vue. Une femme se tenait debout à l'entrée de la salle de réunion. Immobile, silencieuse. Mon souffle s'est coupé. Elle était juste là, à quelques mètres derrière moi. J'ai distingué sa silhouette élancée, ses cheveux sombres tombant sur ses épaules, son visage légèrement incliné comme si elle m'observait attentivement. Mon instinct m'a ordonné de me retourner immédiatement, et c'est ce que j'ai fait.
Mais il n'y avait personne. Le couloir était vide, comme il l'avait toujours été. La porte de la salle de réunion était entr'ouverte, révélant l'obscurité à l'intérieur. Aucun bruit, aucun mouvement. J'ai dégluti avec difficulté, sentant la sueur perler sur ma nuque. C'était impossible. J'avais vu quelqu'un. Je l'avais vue. Et pourtant, elle n'était plus là. Un mauvais frisson m'a traversé le dos. Peut-être un jeu d'ombre, une illusion causée par la fatigue. Je devais me calmer. Inspirant profondément, j'ai repris mon chiffon et je me suis forcé à continuer mon travail. Mais malgré tous mes efforts pour me concentrer, une seule chose hantait mon esprit. J'avais encore l'impression d'être observé. J'ai essayé de me raisonner, de rationaliser ce que j'avais vu. Peut-être que c'était juste un reflet mal placé, une ombre portée par la lumière des néons. Mais plus j'y pensais, plus l'angoisse grandissait. Le silence du bâtiment devenait oppressant, presque étouffant. Chaque petit bruit résonnait dans le vide, chaque pas que je faisais semblait plus lourd que le précédent. J'ai continué à nettoyer, balayant la poussière du sol avec des gestes mécaniques, mais ma concentration était ailleurs. L'air autour de moi semblait plus froid, plus dense, comme si l'atmosphère elle-même m'enveloppait dans une étreinte glacée. Je pouvais presque entendre les échos de mes pensées, chaque doute, chaque question se bousculant dans ma tête. J'ai essayé de me focaliser sur le travail, de faire ce que je savais faire. Mais une sensation étrange persistait. Je me suis arrêté un instant et j'ai levé les yeux. Le reflet dans la fenêtre était toujours là, intact, mais il semblait différent, comme si la lumière avait légèrement changé. Je me suis approché de la vitre, les mains tremblantes, et j'ai scruté le reflet. C'était la même image que tout à l'heure. La salle de réunion, le couloir vide, mais je n'arrivais pas à m'en débarrasser, cette sensation que quelqu'un était derrière moi. Je me suis retourné brusquement, mais il n'y avait rien. Seulement le vide. Un vide lourd et oppressant qui semblait m'envelopper. Je pouvais presque entendre le souffle, faible mais persistant, d'une présence dans mon dos. J'ai pris une profonde inspiration, tentant de chasser la panique qui montait en moi. Je n'allais pas céder à la peur. Ce n'était rien. Juste un mauvais pressentiment, une illusion. Mais quand mes yeux se sont à nouveau posés sur la fenêtre, la terreur s'est emparée de moi. Le reflet, il était toujours là. C'était la même scène que précédemment, mais quelque chose avait changé. Cette fois, la silhouette de la femme n'était plus immobile. Elle était plus proche, son visage plus distinct. J'ai pu voir ses yeux, grands et noirs comme deux abysses, fixant droit devant elle, droit vers moi. Elle ne bougeait pas, mais je pouvais sentir une sorte de tension dans l'air, comme si elle était en train de m'épier, d'attendre quelque chose. Mon cœur battait la chamade. Je me suis précipité vers la porte, la poussant violemment, espérant qu'il n'y aurait personne. Mais je n'ai trouvé que le vide. La salle de réunion était plongée dans l'obscurité totale, les chaises alignées dans un silence lourd. Il n'y avait pas de femme, il n'y avait rien. Mais quand j'ai jeté un coup d'œil en arrière, j'ai vu que le reflet était resté exactement comme avant. La femme était toujours là, à la même place, avec les mêmes yeux sombres et vides fixés sur moi. J'ai eu l'impression que le monde autour de moi s'était suspendu dans le temps, que tout était devenu irréel. Elle ne bougeait pas, mais j'avais la certitude qu'elle m'observait, attendant quelque chose. J'ai voulu fuir, mais mes jambes refusaient de bouger. Je n'avais plus le courage de regarder cette fenêtre, de l'affronter une fois de plus. Pourtant, je savais que si je détournais les yeux, le reflet serait là, encore et encore. Quelque chose n'allait pas, et je ne savais pas quoi faire. La panique m'envahissait. Je sentais mon corps trembler malgré mes efforts pour rester calme. Le froid qui m'entourait semblait se glacer dans mes os, m'immobilisant. J'étais piégé dans ce moment, incapable de bouger, d'agir. Le reflet de la femme, toujours là, me fixait impitoyablement, comme si elle attendait que je fasse un mouvement, que je prenne une décision. Mais je ne savais pas quoi faire. Finalement, mes jambes ont trouvé la force de me porter. Je me suis précipité vers l'ascenseur, mes doigts glissant sur le bouton d'appel. Je n'avais plus le courage de continuer à travailler, plus la force de rester dans ce bâtiment maudit. J'avais besoin de fuir, de m'échapper de ce lieu où l'air semblait empoisonné par la présence invisible de quelque chose que je ne comprenais pas. Mais lorsque les portes de l'ascenseur se sont fermées, une pensée horrible m'a frappé. Et si elle était là aussi, avec moi? Et si, derrière ces portes métalliques, ses yeux vides me suivaient, m'observaient dans l'ombre? Je n'ai pas osé regarder, j'ai simplement appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée, priant pour que l'ascenseur descende plus vite,
plus vite encore. Lorsque je suis enfin arrivé au rez-de-chaussée, j'ai couru vers la sortie. J'ai franchi la porte d'entrée en un éclair, respirant l'air frais de la nuit, comme si chaque bouffée d'oxygène me ramenait à la vie. Mais, au fond de moi, je savais que je n'étais pas totalement en sécurité. Elle me suivait, d'une manière ou d'une autre. Le souvenir de son reflet, de son regard fixe et inhumain, ne me quittait pas. Le matin suivant, j'ai décidé de chercher des informations sur l'histoire du bâtiment. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Il y a des années, une femme avait travaillé dans ce même bureau, un poste de cadre qu'elle avait quitté brusquement après des mois de comportement étrange. On m'a dit qu'elle avait été retrouvée morte dans cet étage, seule, dans des circonstances non élucidées. Son suicide, ou peut-être quelque chose de pire, s'était produit à cet endroit même, près de la fenêtre où j'avais travaillé la nuit précédente. Et depuis ce jour-là, plusieurs employés m'ont confié avoir vu son reflet, à la même place, dans la même salle. Toujours là, toujours observant, toujours attendant. Je travaille comme femme de ménage dans une école depuis des années, toujours de nuit. J'ai toujours préféré ce créneau. Pas de bruit, pas d'élèves courant dans les couloirs, pas de professeur me regardant du coin de l'œil pendant que je passe la serpillière. Juste moi, mon chariot de nettoyage et le silence. C'était apaisant, presque réconfortant. L'école, une fois vide, prenait une atmosphère particulière. Les grandes fenêtres reflétaient les néons blafards du couloir, et le moindre son, une porte qui grince, un radiateur qui craque, semblait amplifié. Mais ça ne m'a jamais dérangé. J'ai toujours su faire la différence entre les bruits normaux d'un bâtiment ancien et quelque chose d'inquiétant. Je connaissais chaque recoin du bâtiment, chaque classe, chaque placard où les élèves aimaient cacher leurs bêtises. J'avais mes habitudes, mes petites routines. Chaque soir, je commençais par les salles de classe, puis le hall, et enfin les toilettes. Toujours dans le même ordre, comme un rituel bien rodé. Rien d'anormal, rien d'effrayant. Mais ça, c'était avant que je commence à entendre mon nom. La première fois que j'ai entendu mon nom, c'était dans les toilettes du deuxième étage. J'étais en train de frotter l'un des lavabos quand un son léger a attiré mon attention. Un murmure. Faible, presque imperceptible. Maria. Je me suis figé. Mon cœur a raté un battement. J'ai levé les yeux vers le miroir, scrutant mon reflet comme si j'allais y voir quelque chose d'anormal. L'école était vide. Je le savais. J'ai tourné lentement la tête vers les cabines, toutes fermées. Le silence était revenu. Peut-être un effet d'écho, me suis-je dit, ou mon imagination. Après tout, quand on est seul dans un endroit silencieux, l'esprit a tendance à jouer des tours. J'ai repris mon travail, mais quelques minutes plus tard, j'ai entendu à nouveau. Plus distinct, plus proche. Maria. Cette fois, la voix semblait provenir d'une des cabines verrouillées. Mon souffle s'est coupé. Je me suis approché lentement et étendu l'oreille. Plus un bruit. Rassemblant mon courage, j'ai tapé à la porte de la première cabine. Rien. Une à une, je les ai ouvertes. Vide. Tout était vide. Un frisson désagréable a parcouru ma colonne vertébrale. Je suis sorti précipitamment, les mains moites, me répétant que j'étais juste fatigué. Mais ce n'était que le début. Les nuits suivantes, la voix est revenue. Au début, j'ai essayé de l'ignorer. Je me convainquais que c'était mon imagination, un jeu de mon esprit fatigué. Mais à chaque passage dans les toilettes du deuxième étage, le murmure était là. Parfois à peine audible, un simple souffle portant mon nom. D'autres fois, plus net, comme si quelqu'un se tenait juste derrière moi. Puis, il y a eu ce bruit, un sanglot. La première fois que je l'ai entendu, j'ai cru qu'un élève s'était caché quelque part. Le son était étouffé, comme si quelqu'un pleurait en essayant de ne pas se faire entendre. Je me suis approché des cabines, ma lampe torche à la main, et j'ai observé sous les portes. Rien. Pas d'ombre, pas de pied. Pourtant, le bruit était toujours là, un pleur faible, entrecoupé de respirations tremblantes. Il y a quelqu'un? Ai-je demandé, la gorge nouée. Le silence. J'ai attendu, espérant une réponse, mais il n'y en a pas eu. Lentement, j'ai ouvert chaque porte, une à une, mes doigts tremblants sur le métal froid. Les toilettes étaient vides. Complètement vides. Pourtant, j'étais certaine d'avoir entendu ce bruit. J'ai quitté la pièce en hâte, le cœur battant à tout rompre. Ce soir-là, je n'ai pas terminé mon travail. J'ai évité les toilettes du deuxième étage autant que possible, mais je savais que tôt ou tard, il me faudrait y retourner. Et la voix, elle ne comptait pas me laisser en paix.
Cette nuit-là, j'ai décidé d'enregistrer ce que j'entendais. J'avais besoin de savoir si je devenais folle ou si quelque chose de réel se passait dans ces toilettes. Alors, avant de commencer le nettoyage, j'ai posé mon téléphone sur l'un des lavabos et j'ai lancé l'enregistrement. J'ai fait comme d'habitude, nettoyer les miroirs, frotter les éviers, passer la serpillière, tout en gardant l'oreille tendue. Au début, rien. Juste le bruit de l'eau qui coulait et le frottement du balai sur le carrelage. Mais après quelques minutes, alors que j'étais en train de nettoyer la dernière cabine, un murmure s'est élevé. « Maria !» J'ai sursauté, me retournant d'un coup, mais encore une fois, j'étais seul. J'ai senti une sueur froide couler le long de ma nuque. J'ai attrapé mon téléphone et arrêté l'enregistrement. Je n'avais pas le courage d'écouter sur place. J'ai terminé mon travail aussi vite que possible et je suis sorti de l'école, l'estomac noué. Une fois chez moi, allongé dans mon lit, j'ai mis mes écouteurs et j'ai lancé l'enregistrement. Au début, tout semblait normal. Le bruit de l'eau, le balai, mais pas sur le sol. Puis, à environ 7 minutes, un chuchotement. Clair, glaçant, une voix rauque murmurant mon nom. Et juste après, un bruit que je n'avais pas entendu sur le moment, un sanglot déformé, comme un pleur lointain, mais qui se rapprochait. Puis, quelque chose d'encore plus horrible. Juste avant que j'arrête l'enregistrement, une phrase a été soufflée d'une voix brisée, presque inaudible. « Tu m'entends, maintenant ?» J'ai arraché mes écouteurs, le souffle court. Mon sang s'était glacé. Cette voix, elle savait que je l'écoutais. Le lendemain matin, je n'ai pas hésité une seule seconde. J'ai rédigé ma lettre de démission. J'avais toujours cru que j'étais forte, que rien ne pouvait me faire peur dans cette école vide. Mais ce que j'avais entendu sur cet enregistrement, ce n'était pas normal. Ce n'était pas mon imagination. Cette chose, cette voix, elle savait que je l'écoutais. Et pire encore, elle voulait que je l'entende. Avant de partir, j'ai montré l'enregistrement à une collègue, une autre femme de ménage qui travaillait en journée. Dès les premières secondes, son visage a blêmi. Lorsqu'elle a entendu la voix murmurer mon nom, elle a coupé net l'enregistrement et m'a regardé, horrifiée. « Tu l'as entendu aussi ?» a-t-elle soufflé. Elle m'a alors raconté une histoire que je n'avais jamais entendue. Il y a plusieurs années, une élève de l'école avait disparu. Une adolescente discrète, solitaire. Elle était venue en classe un matin et, à la fin de la journée, elle n'était plus là. Personne ne l'avait vue partir. Son sac, son manteau et même son téléphone avaient été retrouvés dans les toilettes du 2e étage. Les mêmes toilettes où j'avais entendu cette voix. Son corps n'avait jamais été retrouvé. J'ai quitté l'école ce jour-là, sans jamais me retourner. Mais parfois, tard dans la nuit, quand tout est silencieux autour de moi, il m'arrive encore d'avoir l'impression d'entendre un murmure. Un souffle rauque chuchotant mon nom, accompagné d'un sanglot lointain. J'avais besoin de ce travail. Nettoyer une vieille maison avant sa mise en vente n'avait rien d'effrayant en soi. C'était censé être simple, enlever la poussière, ranger quelques meubles et partir avant la tombée de la nuit. Pourtant, en arrivant devant la demeure, une étrange sensation s'insinua en moi, comme un frisson glacial rampant sous ma peau. La maison était massive, une architecture ancienne avec des murs en pierre et des fenêtres hautes aux vitres ternies. La porte d'entrée grinça en s'ouvrant, dévoilant un intérieur plongé dans une semi-obscurité. L'air était lourd, saturé d'un parfum de renfermé et de bois humide. Mes pas soulevèrent un nuage de poussière qui dansait dans les faisceaux de lumière filtrant à travers les rideaux jaunis. Des meubles couverts de draps blancs formaient des silhouettes fantomatiques dans chaque pièce, comme si les anciens occupants avaient fui précipitamment en laissant tout derrière eux. Je retirai un drap d'un buffet massif, dévoilant une surface en acajou sombre et froid au toucher. Un grand miroir fissuré pendait au-dessus, reflétant mon visage avec une légère déformation qui me fit détourner les yeux. Puis, en avançant dans le couloir principal, je le vis. Un immense portrait suspendu au mur, me dominant de toute sa hauteur. Il représentait une vieille femme à l'air sévère, vêtue d'une robe noire à col haut, ses mains osseuses croisées sur ses genoux. Mais ce furent ses yeux qui me glacèrent le sang, sombres, perçants, semblant contenir une étrange intensité, comme s'il portait un secret que je n'étais pas censé découvrir. Un frisson me parcourut l'échine. J'avais l'impression que ses yeux me suivaient lorsque je bougeais. Une illusion d'optique, sans doute. Ce genre de choses arrivait souvent avec des portraits anciens. Pourtant, l'inconfort persistait.
Faisant un effort pour ignorer cette impression désagréable, je pris une grande inspiration et me remis au travail. Plus vite ce serait fini, plus vite je pourrais quitter cet endroit oppressant. Mais, au fond de moi, quelque chose me disait que je n'étais pas seul. Je m'efforçais de ne pas regarder le portrait. Pourtant, chaque fois que je passais devant, mon regard était irrémédiablement attiré par les yeux sombres de la vieille femme. Il semblait me suivre, s'accrocher à moi avec une intensité presque humaine. Je savais que c'était absurde. Juste un jeu d'ombre, une question d'angle et de lumière. Et pourtant, au bout d'une heure de travail, alors que je dépoussiérais une étagère dans le salon, je me surpris à penser à la bouche de la femme sur le tableau. Quelque chose semblait différent. Je fronçai les sourcils, tentant de me souvenir de son expression initiale. L'avait-elle toujours eu cette légère ouverture des lèvres, comme si elle s'apprêtait à dire quelque chose? L'idée m'irrita. Mon esprit me jouait des tours. La fatigue, l'atmosphère lourde de la maison, l'isolement, tout cela devait amplifier mon imagination. Je pris mon téléphone pour vérifier l'heure. Par réflexe, je dirigeai l'appareil vers le portrait, capturant une photo rapide. Lorsque je regardai l'image sur l'écran, un frisson me parcourut. Les lèvres de la femme semblaient entr'ouvertes. Pas beaucoup, juste 1 millimètre de plus qu'avant. Mais c'était suffisant pour faire naître en moi un profond malaise. Je posai le téléphone et me forçai à retourner au ménage. Tout cela n'était que le fruit de mon imagination. Une peinture ne pouvait pas changer. Une peinture ne pouvait pas bouger. Et pourtant, alors que je passais à nouveau devant le tableau, j'eus l'impression fugace d'entendre un murmure. Un souffle presque imperceptible, tout près de mon oreille. Je me figeai. Le murmure avait été si léger que j'aurais pu le confondre avec le vent, s'il y avait eu la moindre brise dans cette maison étouffante. Mon cœur s'accéléra, mais je me forçai à respirer profondément. Je ne voulais pas perdre mon sang-froid pour une simple illusion. Pourtant, quelque chose n'allait pas. J'avais laissé mon seau et mon chiffon dans le couloir, près du grand miroir fissuré. Lorsque je revins les chercher, mon sang se glaça. Le seau n'était plus à sa place. Il avait bougé. Pas beaucoup, juste de quelques centimètres. Mais j'étais certain de l'avoir laissé contre le mur. Je balayai la pièce du regard, m'attendant presque à voir quelqu'un surgir d'un coin sombre. Mais il n'y avait que ces draps poussiéreux, ces meubles oubliés, et ce silence oppressant. Un frisson me parcourut la nuque. J'étais seul. Je devais être seul. Je repris mon chiffon et retournai au salon, évitant soigneusement de regarder le portrait. Je ne voulais pas voir si quelque chose avait encore changé. Mais cette sensation d'être observé s'intensifiait, devenant presque insupportable. Alors, incapable de lutter contre la peur qui grandissait en moi, je jetai un coup d'œil furtif au tableau. Les lèvres de la vieille femme étaient maintenant nettement entr'ouvertes. Plus aucun doute. Elle bougeait. Je laissai échapper un juron, mon cœur battant à tout rompre. Non, ce n'était pas possible. C'était une peinture, de l'huile sur une toile. Il n'y avait aucune explication logique à ce qui se passait. Tremblante, j'attrapai mon téléphone et pris une nouvelle photo. En comparant avec celle d'avant, je sentis un vertige me submerger. La différence était bien réelle. Et pire encore, ses yeux n'étaient plus tout à fait les mêmes. Ils n'étaient plus seulement peints. Ils semblaient vivants. Je voulais fuir. Tout mon corps me criait de partir, d'abandonner ce fichu travail et de ne jamais remettre les pieds ici. Mais quelque chose me clouait sur place. Une terreur sourde, presque viscérale, m'empêchait de faire le moindre mouvement. Le silence de la maison s'épaississait, devenait pesant, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Mes doigts se crispèrent autour de mon téléphone alors que mon regard, malgré moi, retournait au portrait. Et cette fois, je la vis changer sous mes yeux. Les lèvres de la vieille femme s'ouvraient lentement, trop lentement, comme si la toile elle-même se tendait et se déchirait à chaque mouvement. Une obscurité insondable emplissait l'espace béant de sa bouche, une noirceur si profonde qu'elle ne semblait plus appartenir à la peinture. Un son s'éleva, un bruit indistinct, comme un soupir traînant ou un râle étouffé. Je reculai d'un pas, puis d'un autre. Un craquement résonna derrière moi. Je me retournai brusquement, mais il n'y avait que la pièce vide, les meubles fantomatiques recouverts de draps et l'ombre vacillante projetée par ma propre silhouette. Pourtant, je le sentais. Quelque chose bougeait. Pas dans la maison, dans le tableau. Je reportai mon attention sur l'image, et suffoqué. Le visage de la vieille femme était en train de se tordre, ses traits s'étirant dans une expression d'horreur. Ses yeux s'étaient creusés,
devenant deux abysses sombres et affamés. Et sa bouche s'ouvrait à présent dans un cri silencieux, figé dans une agonie infinie. Une onde glaciale traversa la pièce. Puis, le hurlement retentit. Pas dans ma tête, pas dans mes cauchemars. Dans la maison. Je me couvris instinctivement les oreilles, mais cela ne servit à rien. Le hurlement ne venait pas d'un endroit précis. Il était partout, résonnant à l'intérieur même des murs, vibrant dans mes os, s'enroulant autour de moi comme une chose vivante. Je courus. Peu importait, il fallait que je sorte. J'atteignis la porte d'entrée et tournai la poignée d'une main tremblante. Verrouillée. Je n'avais jamais fermé cette porte. Je tambourinai contre le bois, tirai, poussai, priant pour qu'elle s'ouvre, mais elle restait inébranlable, comme si la maison refusait de me laisser partir. Derrière moi, un son atroce se fit entendre. Un frottement, comme si quelque chose traînait sur le sol ou glissait lentement sur les murs. Je me retournai. Le tableau était vide. Le cadre n'abritait plus que la silhouette floue d'un fond sombre et indistinct. La vieille femme n'était plus dedans. Je ne réfléchis pas. Je me précipitai vers une fenêtre. Avec une force née du pur désespoir, je projetai une chaise contre la vitre. Le verre explosa en une pluie tranchante. Sans hésiter, je me jetai dehors, roulant sur le sol humide de la cour. Je respirais par saccades, mon cœur battant à en exploser. La maison restait silencieuse derrière moi, figée dans sa noirceur oppressante. Je montai dans ma voiture, claquai la portière et tournai la clé dans le contact d'une main tremblante. Le moteur rugit à la vie. Je mis la première et quittai cette rue maudite sans jamais regarder dans le rétroviseur. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais dans la panique, alors que je tentais de reprendre mon souffle, mon regard glissa un instant vers le miroir du pare-soleil. Et je la vis, assise sur la banquette arrière, me fixant à travers le reflet. Et cette fois, ses lèvres bougeaient réellement. Un murmure traversa la voiture, froid comme la mort. « Je t'ai trouvé. » Je travaille comme agent d'entretien dans un centre commercial, et chaque nuit, après la fermeture, je suis chargé de nettoyer le sous-sol. C'est une zone que la plupart de mes collègues évitent, préférant s'occuper des étages supérieurs où l'éclairage est meilleur et où l'ambiance est moins oppressante. Moi, ça ne m'a jamais dérangé. C'est calme, loin du bruit des magasins et des annonces incessantes de la journée. Un endroit parfait pour travailler sans être dérangé. Le sous-sol est un réseau de longs couloirs mal éclairés, bordés de portes métalliques menant à des réserves, des salles techniques et quelques locaux abandonnés dont personne ne semble se souvenir de l'utilité. L'air y est lourd, chargé d'une odeur de poussière et d'humidité, et le néon vacillant de certaines lampes donne à l'endroit une atmosphère lugubre. Mais je ne suis pas du genre à me laisser impressionner. Mes collègues plaisantent souvent sur le fait que ce sous-sol est hanté. Certains racontent qu'ils ont entendu des bruits étranges, d'autres prétendent avoir vu des ombres se déplacer au bout des couloirs, là où la lumière ne va pas. Je ris avec eux, mais au fond, je n'y crois pas une seule seconde. Ces vieilles histoires circulent dans tous les bâtiments un peu trop anciens et un peu trop vides la nuit. Ce ne sont que des illusions créées par la fatigue et l'ennui. Mais il y a une chose que je dois admettre. Ce sous-sol a quelque chose de particulier. Un silence qui n'est pas tout à fait normal. Ce n'est pas juste l'absence de bruit. C'est un silence dense, étouffant, qui donne l'impression que l'espace autour de moi est plus petit qu'il ne l'est en réalité. Parfois, quand je passe l'aspirateur, je coupe le moteur juste pour écouter. Juste pour être sûr que je suis bien seul. Et jusqu'à cette nuit-là, je l'étais toujours. Cette nuit-là, tout a changé. J'étais en train de nettoyer l'un des longs couloirs du sous-sol, comme d'habitude. L'air était plus froid que d'ordinaire, et une odeur légèrement métallique flottait dans l'atmosphère. J'avais mis mes écouteurs pour couvrir le silence oppressant, laissant une musique basse accompagner mes gestes mécaniques. Puis, sans raison apparente, un frisson a parcouru mon dos, comme si une vague glacée venait de me traverser. J'ai levé les yeux et mon cœur s'est figé. Au bout du couloir, dans la pénombre, une silhouette se tenait là, immobile. Un homme, grand et mince, à peine visible dans l'ombre projetée par les lumières défaillantes. Il ne bougeait pas, ne disait rien. Il était simplement là, comme s'il m'observait. Mon premier réflexe a été de penser qu'il s'agissait d'un agent de sécurité. Parfois, il faisait des rondes, bien que la plupart préfèrent rester dans leur salle de surveillance à regarder les caméras. Mais quelque chose clochait. L'homme était trop immobile, presque figé,
et son visage restait caché par l'obscurité. J'ai retiré mes écouteurs et j'ai fait un pas vers lui. « Bonsoir. » Aucune réponse. Un autre pas. L'air semblait plus lourd, comme si le couloir s'était allongé. « Tout va bien. Vous êtes agent de sécurité ?» Toujours rien. Pas un mouvement, pas un bruit. Juste cette silhouette sombre au bout du couloir. J'ai senti une tension sourde s'installer dans mon estomac. Je n'aurais su dire pourquoi, mais quelque chose en moi me criait de ne pas avancer davantage. Pourtant, ma main s'est crispée sur mon balai, et j'ai continué à marcher. Un pas, puis un autre. Puis, en un instant, il a disparu. Pas en tournant, pas en s'éloignant. Il s'est simplement évanoui dans l'ombre, comme s'il n'avait jamais été là. Mon cœur battait à tout rompre. Je suis resté figé un instant, les yeux rivés sur l'endroit où il se trouvait une seconde plus tôt. J'ai attendu de voir un mouvement, un bruit de pas, mais il n'y avait rien. L'adrénaline me forçait à respirer plus vite, mais j'ai essayé de rationaliser. Peut-être que c'était un jeu de lumière. Peut-être que mon cerveau fatigué m'avait joué un tour. Mais une chose me paraissait étrange, l'ombre projetée sur le mur quelques secondes plus tôt n'avait pas disparu immédiatement. Elle était restée là, une fraction de seconde après que la silhouette se soit volatilisée. Comme si ce n'était pas lui qui s'était déplacé, mais quelque chose d'autre. Troublé, j'ai rebroussé chemin et j'ai monté les escaliers jusqu'au poste de sécurité. Je devais en avoir le cœur net. Quand j'ai demandé aux agents s'ils avaient envoyé quelqu'un en bas, ils ont échangé un regard avant de secouer la tête. « Non, personne n'est descendu », m'a répondu l'un d'eux. « Vous pouvez vérifier les caméras, il y avait quelqu'un au bout du couloir. » L'agent a haussé un sourcil, mais a tourné son écran vers moi et a remonté les images des dernières minutes. J'ai regardé attentivement. On me voyait nettoyer, lever les yeux, me figer. Mais l'extrémité du couloir, là où se tenait l'homme, restait vide. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. J'étais sûr de ce que j'avais vu. Cette nuit-là, quelque chose en moi avait changé. L'image de cet homme immobile au bout du couloir hantait mon esprit, et encore plus dérangeante était l'absence de preuves sur les caméras. Pourtant, je savais ce que j'avais vu. Ce n'était pas mon imagination, ni un jeu d'ombre. À partir de ce moment, je n'ai plus réussi à me sentir à l'aise dans le sous-sol. Chaque nuit, une étrange tension semblait flotter dans l'air, invisible mais oppressante. Ce n'était pas juste du stress ou de la paranoïa. Il y avait autre chose, quelque chose de plus profond, de plus ancien. Les phénomènes ont commencé doucement. Des petits détails qu'on pourrait facilement ignorer si on ne faisait pas attention. Une porte que je laissais entr'ouverte et que je retrouvais fermée. Des bruits discrets, presque imperceptibles, de pas feutrés sur le sol en béton, toujours derrière moi, toujours juste hors de mon champ de vision. Une fois, alors que je nettoyais un coin du couloir, la lumière du néon au-dessus de moi s'est mise à clignoter violemment. J'ai levé les yeux, et à travers les flashs intermittents de lumière et d'ombre, j'ai eu l'impression de voir une silhouette furtive, se mouvant dans l'obscurité, disparaissant dès que la lumière redevenait stable. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'en parler à un des agents de sécurité les plus anciens, un homme d'une cinquantaine d'années, d'habitude peu bavard. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, je m'attendais à des moqueries ou à une explication rationnelle. Mais au lieu de ça, il est resté silencieux un long moment, les yeux fixés sur moi, comme s'il hésitait à parler. Puis, d'une voix grave, il a murmuré. « Tu n'es pas la première à voir. Quelqu'un là-bas. » Mon sang s'est glacé. Il a poussé un soupir et a jeté un regard autour de lui, comme pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait. Puis, il a continué, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Il y a des années, avant que ce centre commercial ne soit construit, il y avait un autre bâtiment ici. Un vieil entrepôt désaffecté. On raconte qu'un employé y a disparu, un homme qui travaillait de nuit, exactement comme toi. Personne ne l'a jamais retrouvé. Et peu après, l'entrepôt a brûlé dans un incendie inexpliqué. Il s'est interrompu et a croisé mon regard. Ce qui est étrange, c'est que depuis que le centre commercial a été construit à la place, des employés ont signalé des choses, comme ce que tu décris. Des ombres, des bruits, cette sensation d'être observé. Certains disent que c'est lui, qu'il est toujours là, piégé sous ce sol. J'ai voulu rire, dire que c'était ridicule. Mais au fond de moi, je savais que ce qu'il disait faisait sens. Parce que cette présence, je l'avais sentie. Les nuits suivantes sont devenues un véritable calvaire. Chaque pas dans ce sous-sol sombre semblait résonner dans ma tête, et l'air lourd me collait à la peau comme une seconde peau, glacée et oppressante.
Je n'arrivais plus à me débarrasser de cette sensation d'être suivi, observé, comme si des yeux invisibles scrutaient chacun de mes mouvements. Mais je n'étais pas prêt à laisser cette peur m'envahir complètement. Je continuais à descendre chaque soir, m'accrochant à la normalité de mon travail, forçant mes pieds à avancer malgré l'angoisse. Puis, une nuit, l'horreur est devenue tangible. J'étais seul dans le corridor principal, une lumière défaillante au-dessus de ma tête projetait des ombres tordues sur les murs. Je nettoyais dans le silence, mes pensées noyées dans le bruit de mon balai. C'est alors que j'ai vu, dans le reflet d'une surface métallique, une silhouette apparaître derrière moi. Mon cœur s'est arrêté. D'abord, je n'y ai pas cru. Je me suis dit que c'était un autre reflet, une illusion causée par les lumières défectueuses. Mais non, c'était lui. L'homme. Je le voyais clairement, derrière moi, ses yeux noirs fixés sur mon dos. Mais quand j'ai tourné rapidement la tête, il n'était pas là. Rien. Juste l'obscurité. Le silence s'est abattu sur moi, lourd et oppressant. Puis, un bruit sourd, comme un objet lourd traînant sur le sol, a déchiré l'air. Mes jambes se sont mises à trembler, mais je ne pouvais pas bouger. Une autre fraction de seconde, et le bruit se rapprochait. Un pas après l'autre, il avançait lentement vers moi, invisible, mais tellement présent. Je suis resté là, pétrifié, incapable de bouger, mon corps figé par la terreur. Puis, le néon au-dessus de moi a commencé à clignoter frénétiquement, plongeant tout autour dans une lumière stroboscopique. Et dans cette lumière détraquée, je l'ai vu. Il n'était plus au bout du couloir, ni derrière moi. Il était juste là, à quelques mètres. Un visage flou, une silhouette indistincte, presque irréelle, mais si palpable, si menaçante. J'ai poussé un cri étouffé, puis, dans un geste désespéré, je me suis précipité vers la porte du sous-sol. Mais cette fois, la poignée m'échappait. J'ai tiré, forcé, mais la porte ne s'ouvrait pas. C'était comme si elle avait été verrouillée de l'intérieur. Une force invisible me retenait là, m'empêchant de fuir. Le bruit de pas s'est rapproché encore. 1, 2, 3. Puis une main froide s'est posée sur mon épaule. Une main invisible, glacée, qui m'a fait sursauter dans un cri désespéré. En un dernier effort, j'ai enfin réussi à ouvrir la porte, poussé par une vague de panique incontrôlable. Je me suis précipité hors du sous-sol, presque en hurlant, et j'ai couru jusqu'à la salle de sécurité, haletante, le cœur battant à tout rompre. Les agents de sécurité me regardaient, surpris de me voir dans un tel état. « Ça va ?» m'a demandé l'un d'eux. Je n'ai pas pu répondre. Les mots se coinçaient dans ma gorge. Mon esprit ne pouvait pas admettre ce que j'avais vécu. Et pourtant, au fond de moi, je savais que ce que j'avais vu n'était pas une hallucination. J'ai regardé les caméras, encore une fois. Et là, quelque chose que je n'avais pas vu avant. Une silhouette sombre qui s'était déplacée juste derrière moi, en silence, comme une ombre malveillante. Mais personne n'était là. Je n'ai plus pu retourner dans le sous-sol après cette nuit-là. J'ai demandé à mes collègues de me remplacer et j'ai évité d'y penser pendant quelques jours. Mais la vérité, c'est que je savais qu'il y avait quelque chose d'inexplicable là-dessous, quelque chose qui ne pouvait pas être ignoré. Le regard de l'agent de sécurité, lorsqu'il m'avait raconté l'histoire de l'homme disparu dans le vieil entrepôt, n'arrêtait pas de me hanter. Il y avait des choses dans ce sous-sol, des choses que nous ne comprenions pas, des choses qui s'étaient accrochées à cet endroit, attendant de se manifester. Au fil des nuits suivantes, je suis resté à l'écart du sous-sol, mais j'ai continué à faire des recherches, cherchant des réponses. J'ai trouvé quelques témoignages de personnes qui, comme moi, avaient vu des choses étranges dans ce bâtiment. Des ombres, des bruits, des sensations d'étouffement, des disparitions inexplicables. Mais ce qui m'a glacé, c'est que plusieurs avaient décrit des scènes très similaires à la mienne. Un homme au bout du couloir, une silhouette qui disparaît dans les ténèbres, des bruits de pas alors que personne n'est là. Je suis retourné dans le sous-sol une dernière fois, accompagné d'un collègue plus sceptique qui ne croyait pas aux histoires de fantômes. Je lui ai raconté ce qui m'était arrivé, et il a ri, me disant que j'étais juste stressé. Nous avons inspecté les lieux, marchant dans chaque recoin, ouvrant chaque porte, vérifiant chaque caméra de sécurité. Mais tout semblait calme, normal. La seule chose étrange, c'était cette sensation persistante de mal-être. Ce silence oppressant, comme si quelque chose nous attendait. Soudain, dans un des coins les plus sombres du sous-sol, il a vu quelque chose. « Attends, regarde ça, il y a une vieille porte ici. Elle n'était pas là avant. » J'ai froncé les sourcils, surprise.
Cette porte n'était pas là la dernière fois que j'étais venu. Elle semblait être là depuis des années, ancienne, avec des marques de rouille sur les bords. Je l'ai ouverte, et l'air froid m'a frappé au visage, me faisant frissonner. Mais il n'y avait rien. Pas de pièce, juste un vide total derrière. C'est là, au fond de cette pièce vide, que j'ai entendu un bruit. Un léger froissement, comme si quelqu'un se levait ou bougeait dans l'obscurité. Je me suis figé, les yeux écarquillés. Mon collègue, qui semblait aussi perturbé que moi, a voulu fermer la porte et partir. Mais avant qu'il ne puisse le faire, une silhouette est apparue derrière nous, une ombre immense, se projetant sur les murs. Je me suis retourné brusquement, mais il n'y avait rien. À l'endroit où l'ombre était apparue, il n'y avait que la porte, fermée cette fois, sans aucune trace de ce qui venait de se passer. Je savais, au fond de moi, que l'homme qui hantait ce sous-sol n'était pas simplement un souvenir d'un passé révolu. Il était là, toujours, attendant, enfermé dans ce lieu. Et malgré toutes les tentatives de rationalisation, je savais que cette chose, cette présence, ne me laisserait jamais vraiment tranquille. Elle restait là, prête à se manifester à nouveau, dans l'obscurité de ce sous-sol maudit, là où personne ne voulait vraiment aller. Je travaille comme agent d'entretien dans un hôpital depuis quelques mois. Ce n'est pas un grand hôpital, mais il est assez ancien, avec ses longs couloirs blancs qui résonnent au moindre bruit. Mon service commence à minuit et se termine à 6 heures du matin, quand les couloirs sont vides, baignés dans cette lumière artificielle qui donne à tout un air irréel. J'ai toujours trouvé que les hôpitaux avaient une atmosphère étrange la nuit. Loin de l'agitation du jour, ils deviennent silencieux, presque oppressants. On entend seulement le bourdonnement des néons et, parfois, un léger écho de pas venant d'un autre étage. On s'habitue à ce genre de bruit. Il ne faut pas y prêter trop attention, sinon on devient fou. Cette nuit-là, comme d'habitude, j'avais commencé mon travail en nettoyant le 3e étage. Tout était calme, pas un chat. Je poussais mon chariot lentement, profitant du silence pour avancer rapidement. Parfois, je m'arrêtais pour écouter. Rien. Juste cette impression étrange que quelque chose dans l'air était différent. Une lourdeur inexplicable. Mais je me forçais à ignorer ce sentiment. Après tout, ce n'était qu'un autre service de nuit dans cet hôpital comme les autres. Du moins, c'est ce que je pensais. Je venais de finir de laver le sol du couloir principal quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Mon chariot de nettoyage, il avait bougé. Je l'avais laissé à côté de la porte de la salle de repos, immobile, bien calé. Pourtant, il était maintenant un peu plus loin, près du mur opposé. Je fronçais les sourcils. Peut-être que le sol était légèrement incliné. Après tout, le bâtiment était vieux. Je m'approchai et attrapai la poignée pour le remettre en place. Mais c'est à ce moment-là que je les ai vus. Des traces. De petites empreintes de mains sur le rebord du seau, comme si un enfant y avait posé ses paumes. Elles étaient sombres, poisseuses, du sang séché, de la boue. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Il n'y avait pas d'enfant ici. Pas cette nuit. Et surtout pas à cet étage. Je regardai rapidement autour de moi, mais le couloir était désert, plongé dans ce silence oppressant. Seul le bourdonnement des néons résonnait dans l'air immobile. Puis, quelque chose attira mon regard sur le sol. Juste à côté de mon chariot, des empreintes. De petites traces de pas, comme celles d'un enfant pieds nus. Elles semblaient humides, légèrement brillantes sous la lumière blafarde. Et elles avançaient droit devant moi, en direction d'une porte au bout du couloir. La porte du morgue. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. J'ai suivi les empreintes du regard, mon cœur battant de plus en plus fort. Elles étaient nettes, bien visibles sur le sol que je venais tout juste de nettoyer. De petites traces de pas humides, avançant en ligne droite vers la porte du morgue et s'arrêtant juste devant. Je me suis retourné, cherchant une explication rationnelle. Peut-être qu'un patient s'était perdu, un enfant hospitalisé qui s'était échappé de sa chambre, mais non, je le savais. Aucun enfant n'était présent cette nuit. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. L'air autour de moi semblait plus lourd, presque épais. Le silence était devenu pesant, comme si l'hôpital entier retenait son souffle. Seul le bruit sourd du distributeur d'eau au bout du couloir me rappelait que j'étais encore bien éveillé. Lentement, je me suis accroupi pour regarder les empreintes de plus près. Elles étaient si petites, et pourtant, elles ne semblaient pas fraîches. Comme si elles étaient là depuis longtemps, incrustées dans le sol. J'ai levé les yeux vers la porte du morgue. Elle était fermée.
Mais j'avais la désagréable sensation que, derrière, quelque chose attendait. Puis, j'ai entendu un bruit. Faible, léger, comme un souffle de vent ou une respiration. Juste derrière la porte. Mon corps s'est figé. J'ai tendu l'oreille, retenant ma propre respiration. Ce son, c'était faible, presque imperceptible, mais il était bien là. Une respiration lente, irrégulière, juste derrière la porte du morgue. J'ai reculé d'un pas, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas possible. Le morgue était censé être vide à cette heure. Aucun employé, aucun médecin, personne. Juste le silence glacial et les corps inanimés derrière ces murs épais. Mon regard s'est posé de nouveau sur les empreintes de pas. Elles s'arrêtaient net devant la porte. Il n'y avait aucune trace indiquant qu'un enfant avait fait demi-tour. Comme si la personne qui les avait laissées était entrée dans le morgue sans ouvrir la porte. Un courant d'air froid a glissé sur ma nuque, me faisant frissonner. Mon chariot de nettoyage, que j'avais laissé derrière moi, a bougé légèrement, comme si quelque chose l'avait poussé du bout des doigts. Mes jambes sont devenues lourdes, un instinct primal me hurlant de fuir. Puis, le son est revenu. Cette fois, plus clair. Un ricanement, léger, enfantin, de l'autre côté de la porte. Et juste après, un petit coup, sec et distinct, comme une main tapant contre le métal. Une fois, puis une deuxième. Je ne pouvais plus bouger. J'avais l'impression que mon corps ne répondait plus. Mon esprit me suppliait de fuir, mais mes jambes restaient figées, comme clouées au sol. Un troisième coup résonna contre la porte du morgue. Cette fois, plus fort, presque impatient. Puis, plus rien. Juste ce silence étouffant, comme si l'hôpital entier attendait que je fasse un mouvement. Je déglutis difficilement, mon regard fixé sur la poignée. Elle n'avait pas bougé, mais j'avais la sensation que si je faisais un pas de plus, elle tournerait d'elle-même. Soudain, un bruit derrière moi. Un léger grincement. J'ai sursauté et me suis retourné d'un coup. Mon chariot de nettoyage venait de rouler de quelques centimètres, comme si quelque chose l'avait effleuré. C'en était trop. Mon instinct prit enfin le dessus et je reculai lentement, sans quitter la porte du regard. Puis, d'un geste brusque, je fis demi-tour et me mis à marcher rapidement. Pas courir, non, surtout pas. Je ne voulais pas donner l'impression que je fuyais. Lorsque j'atteignis le bout du couloir, une dernière chose me glaça le sang. Juste avant de tourner, j'eus le malheur de jeter un dernier coup d'œil en arrière. Les empreintes de pas sur le sol avaient disparu, comme si elles n'avaient jamais existé. Le lendemain matin, alors que j'arrivais pour mon service, un collègue plus ancien me vit pâle et perturbé. Il me regarda un instant avant de demander, d'un ton grave. « Tu l'as entendu, toi aussi, n'est-ce pas ?» Je n'ai jamais osé poser de questions.